Allan Kardec. Le 25 mai 1856, en fin d'après-midi, Hippolyte Rivail s'enferme une fois de plus dans son cabinet de travail. Dans la rue des Martyrs, où il habite, rue pentue et achalandée qui conduit vers les jardins de Montmartre, il se fait un grand silence. L'appartement de M. Rivail est cossu, car l'homme a du bien, acquis dans la rédaction de manuels scolaires qui ont beaucoup de succès. Depuis peu, cet esprit curieux de toutes choses s'intéresse aussi à une mode en provenance des États-Unis et qui déferle depuis 3 ou 4 ans sur le vieux continent. Il s'agit du spiritisme, né en Amérique 10 ans plus tôt, et qui consiste à entrer en communication avec des morts et à recevoir des révélations de l'au-delà par l'intermédiaire de médiums. Tout d'un coup, des coups sourds résonnent dans la chambre de M. Rivail. Sont-ce des ouvriers venus faire des réparations dans la maison sans qu'il en soit prévenu? Il se lève, inspecte les pièces voisines, tandis que les bruits continuent. Il se met à la fenêtre, sort dans le couloir et doit alors se rendre à l'évidence. Les coups proviennent de l'intérieur même des cloisons de sa chambre. Il prête l'oreille. Les coups continuent, frappés selon un rythme qu'il n'arrive pas à déchiffrer. Ils continueront longtemps, longtemps, et bientôt bouleverseront sa vie. Mais qui est donc vraiment Hippolyte Denisard Rivail? Il naît le 3 octobre 1804, à 7 heures du soir, d'une vieille famille bourgeoise lyonnaise. L'enfant est élevé dans la religion catholique et les principes stricts, un peu étouffants, qui prévalent dans les quartiers entre Rhône et Saône. On veut qu'il réussisse, et, à 10 ans, on l'envoie à Yverdon, en Suisse, dans la célèbre école du grand pédagogue Jean-Henri Pestalozzi. Yverdon est alors un lieu de rassemblement pour les enfants du monde entier. L'enseignement du maître est à la fois sévère et doux, juste et charitable. Dans sa doctrine et son exemple, Rivail puise les principes d'intégrité qui l'animeront toute sa vie. Que propose l'enseignement de Pestalozzi? Inspiré des théories de Jean-Jacques Rousseau, pour qui la civilisation est un non-sens parce que contraire à la nature, il fait une large place pour l'acquisition des connaissances à la spontanéité de l'enfant. Plus tard, quand Rivail sera devenu célèbre, il n'oubliera pas les leçons de Pestalozzi. Il est certain que Rivail est reçu à 16 ans à son baccalauréat, mais on ignore où il l'a passé. On sait aussi qu'il a fréquenté la faculté de médecine de Lyon, mais on ne trouve nulle trace d'un diplôme qu'il y aurait reçu. Un jour, il est vrai, il sera un grand médecin, mais d'une médecine qui ne s'adresse qu'aux âmes, qu'il traitera d'une manière bien particulière. Pour l'instant, il s'engage à fond dans ce qui lui paraît être sa vocation définitive, l'enseignement. En 1824, il débarque à Paris, élabore un premier cours d'arithmétique, inspiré de la méthode du sage d'Yverdon, et propose bientôt aux autorités un plan pour l'amélioration de l'éducation publique. Il fonde ensuite un collège au 35 de la rue de Sèvres, où il fait la connaissance d'Amélie Boudet, institutrice de première classe. Riche par ses parents, jolie et intelligente, Amélie a toutefois 9 ans de plus qu'Hippolyte. Cela ne les empêche pas de se marier en 1832 et de s'installer rue de Sèvres dans un bonheur désormais sans nuage. C'est l'oncle d'Hippolyte qui est pour l'instant son bailleur de fonds. Il passe une grande partie de son existence à Aix-la-Chapelle dans les salles de jeu. Il y perd des sommes de plus en plus considérables et le pauvre Rivail est obligé de demander la liquidation de son institut. Autrefois, dit-il à ses élèves dans son discours d'adieu, la force du bras faisait la seule loi. Aujourd'hui, c'est la force de l'esprit. Discours prophétique pour celui qui va confectionner, encore pendant près de 20 ans, dans une obscurité totale,
des manuels qui embrassent toutes les matières de l'enseignement. Il est aidé par sa charmante femme, qui investit même sa dot dans l'affaire. Et bientôt, il peut aussi s'attaquer, en guise de récréation, à des traductions d'ouvrages allemands et anglais. Chez lui, rue Maucosseil, il organise aussi pour des étudiants pauvres des cours gratuits de chimie, d'astronomie et d'anatomie comparée. Comme tout le monde à cette époque, il tâte de la franc-maçonnerie et, grâce à son labeur incessant, il devient bientôt un homme estimé et très instruit. Son vaste champ de recherche pédagogique l'amène tout naturellement à s'intéresser au magnétisme. Cette thérapeutique, inventée par l'allemand Mesmer à la fin du siècle précédent, continue, à travers des évolutions diverses, à intéresser le monde scientifique de l'époque. Entre les phénomènes magnétiques et ceux qui l'occuperont plus tard, il y a plus que des ressemblances. C'est l'idée de fluide qui les réunit en fait. Ce fluide qui, selon certains magnétiseurs, remplit tout l'univers et agit quand les malades sont plongés dans le sommeil hypnotique. C'est un fluide qui fait tourner les tables. Car depuis peu, Hippolyte Rivail, dont la curiosité est, elle aussi, universelle, s'intéresse aux pratiques inaugurées par un fermier américain, John Fox. Celui-ci est arrivé à communiquer grâce à un code qu'il a mis au point avec l'esprit d'un homme qui a été assassiné autrefois dans sa maison. C'est un certain monsieur Fortier, magnétiseur, qui dit un jour à Rivail: « Voici qui est bien extraordinaire. Non seulement on fait tourner une table en la magnétisant, mais on la fait parler. On l'interroge et elle répond. » Ceci, aurait répliqué Rivail, est une autre question. J'y croirai quand je le verrai, et quand on m'aura prouvé qu'une table a un cerveau pour penser, des nerfs pour sentir, et qu'elle peut devenir somnambule. Jusque-là, permettez-moi de n'y voir qu'un conte à dormir debout. Son scepticisme n'est guère altéré quand, en mai 1855, Carlotti, un de ses amis corses, l'emmène avec Fortier chez Madame Roger, une somnambule. Pour la première fois, écrit-il, je fus témoin du phénomène des tables tournantes, sautantes et courantes, et cela dans des conditions telles que la supercherie n'était pas possible. Il faudra encore tout le talent de persuasion de Taillandier, membre de l'Académie des sciences, et de Victorien Sardou, l'auteur dramatique, pour l'amener à lire une 50aine de cahiers à couverture noire. Ils contiennent les révélations faites par les esprits depuis 5 années à Aline, un médium. Rivail n'est pas encore convaincu de l'utilité d'étudier ces phénomènes. Il faudra qu'il les éprouve lui-même, ainsi que sa femme, le soir de ce fameux 25 mai 1856. Le lendemain soir, Rivail se précipite rue de Rochechouart, chez Baudin, un célèbre médium. Les lampes à pétrole sont baissées, Baudin entre en transe et Rivail interroge. « Quelle est la cause des coups qui se sont fait entendre hier chez moi avec tant de persistance ? » « Comment s'appelle-t-il ? » demande Rivail. « Pour toi, je m'appellerai la vérité, et tous les mois, je serai ici à ta disposition pendant un quart d'heure. » Le 30 avril suivant, Rivail se rend rue Tiquetonne, chez M. Roustan, pour assister à une autre séance spirit dont Mademoiselle Jaffette est le médium. Celle-ci se sert de la corbeille à bec qui sert au médium à écrire. Quand le bourdon sonnera, vous le laisserez. Seulement, vous soulagerez votre semblable. Individuellement, vous le magnétiserez afin de le guérir. Il n'y aura plus de religion et il en faudra une, mais vraie, grande, belle et digne du Créateur. Les premiers fondements en sont déjà posés. Toi, Rivail, ta mission est... Alors, dans un silence oppressant, la corbeille, mue par une force mystérieuse, se retourne et désigne Rivail.
à toi l'épée M, l'épée qui ne blesse pas mais tue. Tu es l'ouvrier qui reconstruit ce qui a été démoli. Une mission si considérable inquiète fort le pauvre Hippolyte Rivail, dont la foi spirite est encore bien mal assurée. Alors, le soir suivant, son esprit protecteur, qui s'appelle maintenant Z, lui fait enfin la révélation. Rivail, tu existais déjà dans une vie antérieure. Il y a 2000 ans, nous habitions ensemble la Gaule. Nous étions amis. Tu étais un druide. Tu t'appelais Allan Kardec. L'esprit lui ordonne aussi d'apprendre désormais à l'humanité les réalités de l'au-delà qu'il lui dévoilera. En cet instant précis, Hippolyte Denisard Rivail, compilateur et obscur traducteur, disparaît. Allan Kardec, pape du spiritisme, vient de naître, ou plus exactement de ressusciter. En avril 1857, les devantures des librairies proposent à la curiosité des chalands un nouvel ouvrage. Il s'agit du Livre des Esprits, composé de questions d'Allan Kardec et de réponses des désincarnés. Les fondements de sa doctrine s'y trouvent exposés, nourris d'informations directement dictées par l'esprit de saint Augustin, Socrate, Platon, Fénelon, Franklin, Swedenborg et beaucoup d'autres. L'ouvrage paraît le 18 avril 1857 et comporte 500 pages sur 2 colonnes. C'est une bombe. La première édition s'arrache en quelques jours. Il sera réédité 50 fois dans le demi-siècle qui suit. Et que dit cette doctrine ? Elle est fondée sur l'idée de réincarnation successive des êtres, jusqu'à un stade de perfectionnement absolu du monde et des créatures. Sur l'idée aussi que l'homme est composé de 3 éléments, le corps, l'âme et le lien qui les unit, appelé périsprit. C'est ce lien qui, peu après la mort, se manifeste au vivant sous l'apparence d'un corps éthéré. Le monde invisible est tout entier peuplé de ces périsprits dont la présence est attestée par des phénomènes physiques, bruit, voix, déplacement d'objets, ou intellectuels, prémonition, télépathie. Doctrine simpliste ? Peut-être, mais elle a le mérite considérable de doter le spiritisme, dont presque personne alors ne sait ce qu'il est, d'une Bible, d'une discipline et d'une organisation. À 35 ans, Hippolyte Rivail, dit Allan Kardec, devient en quelques mois le maître spirituel vénéré de dizaines de milliers d'adeptes, qui seront bientôt des centaines de milliers, donnant raison à cette chiromancienne habituée des séances de M. Roustan, chez laquelle il se rend le 6 mai suivant. Je vois dans les lignes de votre main le signe de la tiare spirituelle. La tiare est une coiffure uniquement portée par le pape. Kardec se penche et bien sûr ne voit rien. Voulez-vous dire que je serai pape ? Si c'est cela, je ne le serai assurément pas dans l'existence qui est la mienne aujourd'hui. J'ai dit tiare spirituelle, dit la dame sans se démonter. 8 ans plus tard, il la revoit et lui dit « Dites-moi, je ne suis toujours pas sur le trône de Saint-Pierre. Vos adversaires ne vous appellent-ils pas par dérision pape des spirites ? Ils n'ont pas tort, car vos adeptes se comptent aujourd'hui par millions, et vous êtes le chef d'une doctrine reconnue par les spirites du monde entier. » Et en vérité, cette dame n'exagérait pas beaucoup. Dès le 1er janvier 1858, Allan Kardec commence la publication de la revue Spirit, publiée d'abord à compte d'auteur. C'est immédiatement un succès immense. Habilement, Kardec demande le concours de tous ceux qui ont des connaissances ou une expérience spirite. Il dresse une liste complète des documents qui peuvent être envoyés à la rédaction.
Fait de somnambulisme, d'extase et de pressentiment, légendes et croyances populaires, visions et apparitions, phénomènes au moment de la mort, et aussi des problèmes moraux et psychologiques à résoudre. En même temps, il donne le résultat de séances spirites particulièrement intéressantes. À Paris, l'esprit de Jeanne d'Arc vient enfin de dicter sa véritable histoire, et il s'avère que Louis XI est le souverain le plus bavard de l'histoire de France. À la même époque, il fonde la Société parisienne des études spirites, qui a bientôt pignon sur rue, au Palais Royal, dans la galerie de Valois, à l'endroit où le duc d'Orléans organisait de captivantes séances magiques. Les abonnements à la revue Spirit parviennent si nombreux que Kardec songe à se donner un peu d'espace. Il s'installe au passage Sainte-Anne, patronne des tourneurs, mais pas des tables, et donne à sa rédaction des allures de siège social d'une grande entreprise. Il y a une salle de conseil avec des gros classeurs et une grande table recouverte d'un tapis vert. Les murs servent de simèse pour les tableaux des médiums, représentant généralement des Christ ou des paysages fantastiques. Au bout de la table trône Allan Kardec. Il a près de 60 ans maintenant. Il est plutôt replet, mais son regard est fascinant et exerce toujours autant de charme, notamment sur les dames et les demoiselles. Il ne leur accorde pourtant aucun instant de sa vie, car il croit encore plus qu'elle-même à l'importance de sa mission. En vérité, il est un des hommes les plus occupés de France. Ce travail infatigable n'arrive plus à maîtriser les cascades des lettres qui s'abattent dans son secrétariat, et cela l'empêche de dormir. Et puis, il y a tous ses amis connus et inconnus qui viennent, passage Sainte-Anne, l'interroger au cours des séances spirites sur les sujets les plus bizarres. Pourquoi n'interrogez-vous pas les esprits sur la politique ? Les esprits ne s'en occupent pas, répond le maître catégorique. L'autre nuit, dans une chambre fermée, Monsieur N m'est apparu. Il ne venait pas de l'au-delà puisqu'il est bien vivant. Comment expliquez-vous cela, maître ? C'est le périsprit de Monsieur N, c'est-à-dire son enveloppe fluidique qui est partie avec son esprit, réplique le maître, tandis que son corps reposait dans son lit. Mais il avait une tabatière à la main. Est-ce un double de tabatière ou une tabatière véritable ? Les esprits ont pu réaliser un double, une réplique fluidique, à moins qu'il ne s'agisse d'un phénomène d'apport. Ne dirait-on pas des docteurs en scolastique discutant du sexe des anges ? Et puis, il doit présider les longues séances de spirit quand, assis autour de la table, des dizaines de personnes notent dans le clair-obscur les messages qui proviennent de l'au-delà. Ils s'inscrivent grâce à une corbeille munie d'un crayon qui se déplace sous les mains du médium. Toutes ces séances commencent par la lecture des évangiles. Un jour, en 1865, débarque le petit-fils de Jean-Sébastien Bach qui vit à Paris. Le jeune homme a de qui tenir. Il est premier prix du Conservatoire de musique de Paris. Il a acheté une épinette, instrument de musique ancien, sorte d'ancêtre du piano. Sur cet objet est gravée la date de sa fabrication, 1564. La nuit suivante, lui apparaît en rêve le premier propriétaire de l'épinette. C'est un musicien de la cour du roi Henri III. Il fait alors des recherches et découvre que le musicien favori de ce roi s'appelait Baltasarini. N'est-ce pas ce même Baltasarini qui lui est apparu pour venir réclamer son épinette ? Cela l'intrigue au point qu'il se confie à Kardec et vient passage Sainte-Anne invoquer les esprits. Rapidement initié, il entre en transe et fait écrire à la corbeille le message suivant. Le roi Henri donne cette grande épinette à Baltasarini, très bon musicien.
si elle n'est pas bonne ou pas assez coquette, pour se souvenir de moi, qu'il la conserve bien. » Rentré chez lui, il démonte entièrement l'instrument, et il découvre un petit parchemin vieux de 3 siècles sur lequel il lit « Moi, le roi Henri III, octroie cette épinette à Balthasarini, mon gai musicien. Si dit mal sonne ou ma moult simplette, lors mon souvenir ancestui garde bien. » Le petit-fils du grand Jean-Sébastien Bach converti au spiritisme. Bientôt, dans les journaux et dans les salons parisiens, il n'est plus bruit que de cette histoire. Bientôt aussi, la Société des études spirites se divise à travers toute la France. Des envoyés du maître viennent porter sa parole et des médiums officient selon ses préceptes. « Je me suis efforcé, dira-t-il, de maintenir dans les séances un ordre rigoureux et de leur donner un caractère de gravité sans lequel le prestige d'assemblées sérieuses eût bientôt disparu. » On verra qu'à cet égard, le maître se trompe cruellement. Déjà s'élèvent de partout les voix de ses détracteurs. Ceux de l'Église, qui voient sans plaisir les succès grandissants de cette Église, qui s'affirme ouvertement en concurrente. Ceux de la science aussi, de Faraday le grand physicien anglais et Chevreul le chimiste français, qui le brocardent impitoyablement. Pour l'heure, Kardec s'en moque. N'a-t-il pas des défenseurs tout autant déterminés en Victor Hugo et en Zollner et Flammarion, astronomes célèbres? Il n'est d'ailleurs point de religion sérieuse sans persécution. Justement, il s'en offre une en Espagne, où, à Barcelone, la religion nouvelle s'auréole en 1861 d'un martyr. Dieu merci, il n'aura pas à verser son sang. Juste un peu d'eau sur les livres spirites qui achèvent de brûler. Maurice Lachâtre, libraire en cette ville, qui a fait venir 300 exemplaires du Livre des Esprits, est en effet la victime d'un auto-da-fé ordonné par l'archevêque de la capitale de la Catalogne. Le temps du succès est aussi celui des envieux. Kardec a su toujours bien gérer ses affaires. Déjà, ses manuels lui ont rapporté pas mal d'argent. Maintenant des esprits, chagrin disent qu'il fait son bénéfice sur le dos du spiritisme. Il n'est pas douteux que si sa fortune doit beaucoup aux esprits, tout en étant bien matériel, son honnêteté ne peut être mise en doute. Nombre de ceux qui se recommandent de lui, par contre. Ce sera d'ailleurs la cause de sa fin prématurée. L'année même où il entre au dictionnaire, Allan Kardec tombe malade. Surmenage et déperdition des forces vitales, diagnostique le médecin qui l'adjure de travailler moins. Ce n'est pourtant pas l'excès de labeur qui aura raison du druide retrouvé, diront certains, tant il est vrai qu'ici les versions divergent. Pour les uns, il est mort de la rupture d'un anévrisme dans ses bureaux du passage Sainte-Anne, la veille de son déménagement pour la cité Ségur, parce qu'il a cotiné toute la journée des meubles et de lourds dossiers tout remplis de confidences éthérées. Pour d'autres, il ne surmonte pas la révélation d'un jeune homme qui passait pour son petit-fils. Dès 1856, Aline C., médium préféré du maître, recueille cet avertissement de l'esprit vérité. « Trahison même de ceux qui sembleront les plus dévoués. » Or, lui dit ce jeune homme le jour de sa mort, Aline C. a été la première à vous avoir trompé. Depuis 19 ans, ses complices et elle-même produisent des manifestations de l'au-delà parfaitement mensongères. En détail, elle lui a décrit comment elle s'y prenait pour abuser le bon maître Kardec. Celui-ci meurt alors d'émotion en apprenant la duplicité de sa petite Aline. Il est certain que la vogue du spiritisme inspirera très tôt l'imagination des aigres fins, tel ce Boguet, photographe célèbre, spécialisé dans la réalisation de photos de défunts, grands, bruns, sympathiques.
il porte l'uniforme des photographes de l'époque, pantalon de velours et lavalière, barbichette et cheveux longs. Voici comment il opère. Les personnes qui viennent demander des photos de leurs chers morts sont d'abord mises en présence d'une secrétaire qui leur extorque habilement quelques éléments signalétiques du défunt. Il intervient ensuite. Recueillons-nous. Pensons fortement à celui qui, en astral, va venir près de vous, dit-il. Vous, monsieur, asseyez-vous au pied de l'appareil. Appelez l'esprit de votre cher père. Il contracte alors intensément ses traits, met sa tête sous le voile noir et clic-clac. Le petit oiseau, l'âme du désincarné sort, elle coiffée d'un voile tout blanc. Un jour, le monsieur en question est un policier qui perquisitionne et trouve sur la terrasse de Boguet une poupée de bois avec pour tête une photo collée sur une boule de carton. Le tout est entouré de gaze bleu et d'un fichu noir. Dans des caisses se trouvent 246 autres têtes de carton sur lesquelles sont collées des photos de toutes sortes de visages découpés dans des journaux illustrés et qui servent à obtenir une vague ressemblance avec le mort. Boguet avoue aussitôt. On lui fait un procès et la justice attend les dupes qui, par centaines, vont sans doute venir témoigner et accabler de ce chevalier à la plaque trop sensible. Il y a, en effet, des centaines de témoignages qui affluent, par lettres surtout. Toutes sont favorables à Boguet. Dans aucune, on admet avoir été la dupe d'un escroc ou le jouet d'une illusion. Comme le dit dans une envolée superbe Maître Lachaud, l'avocat des spirites dans cette affaire. Je ne veux pas rechercher ce qu'est le spiritisme. Je constate seulement qu'à toutes les époques, on retrouve ce besoin de l'âme humaine qui ne veut pas se séparer de ceux qui ne sont plus et qui aspire à une communication avec l'autre vie. Les railleries, les attaques violentes ont été impuissantes à vaincre cet entraînement et cette croyance que vous dites aveugle. Ah, c'est que, voyez-vous, c'est une doctrine qui réconforte. Il semble qu'elle élève l'homme, qu'elle l'arrache à un matérialisme honteux et lui permet de retrouver ceux qu'il a aimés. Et la douleur de la séparation paraît moins cuisante. Je ne vois pas le mal qu'une pareille doctrine pourrait faire, mais je sais bien les consolations et les espérances qu'elle donne. Le jour des funérailles du maître, un matin d'avril 1869, ils sont plus de 1000 à chercher une consolation au bord d'une fosse béante du cimetière de Montmartre. Beaucoup de gens simples, de pauvres, qui viennent écouter en pleurant un orateur proclamer que Kardec, ce phare qui les a tirés des ténèbres, va aussi leur faire entrevoir un monde bien autrement vaste, bien autrement admirable que celui qui immortalise le génie de Christophe Colomb. Nul doute qu'à l'instar de ces communautés spirites qui se développent un peu partout jusqu'à la Première Guerre mondiale, ces braves gens ont la foi. Ils croient au progrès fondé sur la communication par les esprits, avec un passé immémorial. Ils croient que la mort n'est qu'un doux réveil, selon la devise qu'Allan Kardec a fait graver sur sa tombe. Naître, mourir, renaître encore, telle est la loi. Et depuis, cette tombe est la plus fleurie du Père-Lachaise, mais qu'il est donc difficile de comprendre la croyance des gens qui croient. Réponse à l'incrédule. Croire aux esprits aujourd'hui, cela fait sourire. Existe-t-il encore des spirites de nos jours? Ils ne sont pas des milliers, ils sont des centaines de milliers. Parce que l'homme ne peut pas se passer de merveilleux, parce qu'il a besoin de croire à des vérités qui le dépassent. En cette période de crise de civilisation surtout, qui n'est pas sans ressembler au milieu du XIXe siècle. Sous Napoléon III se produit une déchristianisation rapide des classes populaires
due à l'essor industriel qui entraîne une urbanisation rapide. Le prolétariat des villes se détourne des rites et des croyances parce qu'il est coupé de ses racines et parce qu'il assimile l'Église catholique au patronat. C'est le médium qui remplace le prêtre. Les opposants au régime sont aussi des anticlériaux convaincus. Ce sont les futurs radicaux dont les idées laïques et positivistes vont favoriser indirectement le spiritisme. La haute société a elle-même des faiblesses pour les pratiques spirites. Le médium Douglas Home, qui travaille avec l'illustre chimiste William Crookes sur des expériences de télékinésie, est reçu à la cour de Napoléon III. Grâce à son fluide, il arrive à tirer une mélodie d'un accordéon qu'il tient avec une seule main. Allan Kardec a fait mieux tout de même. En effet, dès 1860, il avait réussi à faire du spiritisme une sorte de religion populaire, ayant plusieurs millions d'adeptes en Europe, en France, en Italie, en Belgique et en Hollande. Aux États-Unis, ils étaient déjà près de 12 millions à cette date. Qu'est-ce qui explique ce succès? D'abord, dans le spiritisme, il n'y a nul besoin de hiérarchie de clergé. Tout le monde peut être médium et invoquer les morts. Le spiritisme donnait aussi le sentiment à ses adeptes de pouvoir échapper à la fatalité sociale. Puisqu'un esprit s'est incarné en moi, je ne dépends plus ni de mon hérédité ni de ma position sociale. De plus, après ma mort, je serai incarné dans d'autres corps. Kardec, qui était de plus un excellent vulgarisateur scientifique, a toujours tenu à donner à ses enseignements un caractère parascientifique. Le spiritisme, écrit-il, est une science, à la fois une science d'observation et une doctrine philosophique comme une science pratique. Puisqu'il y a le télégraphe, cette nouvelle merveille, paraît dire Kardec, pourquoi n'y aurait-il pas aussi une communication avec les morts? S'il y a de l'électricité, pourquoi pas un fluide? Le spiritisme surtout flattait les idées du socialisme utopique et mystique qui commença à se répandre. Elle posait en principe que toutes les âmes vont vers leur délivrance finale, qu'il y a une destinée ultime et identique pour toutes les âmes, quelle qu'ait pu être leur destinée temporaire. Cette idée est présente aussi bien dans le socialisme de Victor Hugo, ardent spirit, que dans celui de Fourier et de Pierre Leroux. Elle inspire aussi l'illuminisme franc-maçon de l'époque. C'est en somme une religion très consolante et qui, contrairement à la religion catholique, de plus en plus formelle et abstraite, propose une pratique, le langage des tables et des messages des médiums, qui donne l'impression aux esprits les moins éclairés de toucher aux vérités les plus hautes. L'impression ou l'illusion, n'est-ce pas parce qu'il a joué de la crédulité des bonnes gens qu'il s'est fait beaucoup d'ennemis? Kardec était assurément un homme sincère et honnête, en ce sens qu'il ne s'est pas enrichi frauduleusement avec l'argent des spirites. Certes, ses revenus étaient considérables et il les gérait comme un bon bourgeois, mais ils provenaient exclusivement de la vente de ses livres, comme il l'explique à maintes reprises. Cela ne l'a pas empêché, c'est vrai, d'avoir des ennemis. L'Église, bien sûr, parce qu'il proposait une véritable contre-religion. Il expliquait les évangiles et les miracles par le spiritisme. Ainsi, Jésus arrive à guérir par son fluide de magnétiseur. Il ne ressuscite pas, c'est son corps astral qui se manifeste au 3e jour. De plus, Kardec prône la doctrine hindoue des réincarnations. Parmi ses détracteurs, il y avait aussi des hommes de science qui expliquaient l'écriture médiumnique par des mouvements inconscients et les coups frappés par des bruits musculaires, les muscles du péroné. Ils fournissent d'ailleurs des arguments aux spirites en s'intéressant à leurs travaux ou en étant eux-mêmes spirites. De grands savants, tels Lombroso, Richer, de Rochas et Flammarion, font tourner les tables à titre expérimental ou travaillent avec des médiums, comme le fait à la fin du siècle dernier Pierre Janet, professeur à la Sorbonne.
Le grand chimiste Crookes fait des expériences spirites pendant 2 ans avec Florence Cook et réussit à photographier maintes fois un fantôme, la fameuse Katy King. Les séances avec Home sont étourdissantes. Ce célèbre médium arrivait à s'élever du sol, à augmenter ou diminuer à volonté le poids de son corps, à sortir en lévitation par une fenêtre et à rentrer par une autre. La plupart de ceux qui ont tenté de photographier des fantômes ont fini en correctionnel. Dans le cas de Boguet, ce sont des événements qui se passent en 1875, donc après la mort de Kardec. Il est certain que celui-ci aurait tenté d'empêcher les escroqueries. Mais Madame Kardec, comme beaucoup d'autres, croyait absolument à l'authenticité de ces photos. Elle en gardait une de son mari qui portait une inscription du défunt. Certes, la croyance des spirites était à cet égard naïve et grossière, mais il n'avait pas entièrement tort. La photographie nous a en effet révélé un siècle plus tard l'existence d'images spectrales. C'est Kirlian, un Russe savant, qui les a découvertes en 1960. Une plaque photographique à haute fréquence révèle toute une série d'irradiations mouvantes des corps vivants. Elles apparaissent par exemple au point d'acupuncture du corps humain ou en tant que spectre d'un membre amputé. Par cet effet kirlien, on tente aussi d'obtenir le spectre de l'énergie mentale. Cela repose le problème de l'aura, c'est-à-dire cette émanation plus ou moins immatérielle qui s'échappe du corps de certains êtres, médiums, saints, hystériques, dont les spirites ont tant débattu. Est-ce que Kardec a opéré lui-même des prodiges? Il a opéré le prodige d'intéresser des millions de personnes au spiritisme, et cela n'est pas fini. Cela dit, il ne prétendait pas avoir de dons supranormaux. Cela allait même à l'encontre de sa doctrine. Lors de sa maladie, en 1866, il a cependant un rêve de prescience assez extraordinaire. Il raconte qu'en se promenant, il cherche à comprendre ce qui se dit dans une foule de gens attroupés. Tout d'un coup, dans l'angle d'une muraille, il voit une inscription au caractère minuscule, mais qui brille comme du feu. Il s'efforce de la déchiffrer. Nous avons découvert que le caoutchouc roulé sous la roue fait une lieue en 10 minutes, pourvu que la route et l'inscription s'effacent. À son réveil, il se demande ce que cela veut dire, et bientôt n'y pense plus. Il vient en rêve d'avoir la prémonition des pneumatiques. C'est là un des cas les plus étonnants d'anticipation technologique. Mais Kardec croyait aux esprits, et non pas aux rêves. S'il avait pris son rêve en considération, il aurait pu être Michelin au lieu du pape des spirites. Aurait-il gagné au change? Point final.